Bonjour à tous et bienvenue dans Occidentalis, l'épopée qui vous plonge au cœur de votre culture. Dans ce deuxième épisode de notre série, on va s'intéresser particulièrement à la culture occidentale et voir quelles sont les différentes périodes de sa vie, où elle commence et comment elle risque de terminer, ce qu'elle recèle comme trésor et comme mystère et ce qu'elle peut nous révéler de nous-mêmes. Mais avant de commencer, je vous conseille d'aller voir l'épisode 1 dans lequel on a posé les bases nécessaires à la compréhension de la culture. Je le rappellerai à chaque fois, mais Occidentalis c'est vraiment conçu comme une série dont il importe de suivre l'évolution à chaque épisode pour comprendre l'intrigue. Je vais quand même faire un bref résumé pour les nouveaux et pour rafraîchir la mémoire de ceux qui ont vu le premier épisode. La dernière fois, je vous avais expliqué qu'avec Occidentalis, on allait se plonger dans les grandes créations de notre culture, que ce soit les chefs-d'œuvre architecturaux, littéraires ou picturaux, la religion, les mythes et légendes, les guerres et les grands hommes, et ce, dans le but de mieux nous connaître et de mieux comprendre notre époque. On a dit que la culture était un organisme, avec des périodes de vie définies, donc naissance, jeunesse, maturité, vieillesse et mort, comme tout être vivant. On a vu que la naissance de la culture, c'était l'éveil d'une âme collective, rendue possible par la peur de la mort, le sentiment humain le plus créateur, et qui pousse l'homme à inventer et à se dépasser pour y faire face. Enfin, on a vu que toutes les créations d'une culture possèdent quelque chose en commun, à savoir le symbole primaire de cette dernière, c'est-à-dire son idéal de l'espace par lequel elle surmonte l'énigme du temps. Si ce n'est pas encore très clair, ne vous inquiétez pas, retenez simplement que le symbole primaire de la culture occidentale, c'est-à-dire l'idéal qu'elle a poursuivi inconsciemment à travers toutes ses créations, c'est l'espace infini. Bon, je pense qu'on est pas mal, on est armé pour affronter la suite, donc entrons maintenant dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par culture occidentale ? Et pourquoi pas plutôt parler de civilisation ? C'est quoi la différence finalement entre ces deux termes ? Et est-ce qu'on peut donner une délimitation géographique précise de cet ensemble humain ? Si oui, est-ce qu'on y inclut les États-Unis, ou simplement le continent européen, la Russie, ou seulement la vieille Europe, le royaume de Charlemagne, ou bien l'Union européenne ? Et en ce qui concerne l'histoire, est-ce qu'on peut identifier un moment particulier, un siècle, une décennie, une année de commencement ? Y a-t-il un élément déclencheur particulier, un simple événement qui à lui seul peut endosser la paternité de la culture ? Tout ça paraît très compliqué et on se rend compte quand on s'intéresse un peu au sujet que selon la personne qui parle, l'expression « culture occidentale » peut prendre des sens très différents. C'est pour ça que je vais pas vous donner une réponse qui se veut la bonne absolument, je vais seulement proposer des pistes pour cerner un peu plus précisément ce qu'on entendra nous dans Occidentalis. Depuis la première aube de l'humanité, les hommes se regroupent entre eux, formant ainsi des agglomérats de différentes tailles. En ce qui concerne les raisons de ces regroupements, à savoir s'ils sont intéressés ou s'il s'agit simplement d'un tropisme humain, on ne donnera pas de réponse. Prenons-les simplement comme un fait de l'espèce. Les hommes s'agrègent donc entre eux pour former des groupes. Le plus petit, et probablement l'un des plus puissants, c'est la famille. Sa forme et son importance diffèrent grandement selon les cultures et les époques. La famille dans la culture chinoise n'est pas la même que dans la culture arabe, et la famille occidentale du XIe siècle n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Toujours est-il qu'on se comprend tous sur ce qu'elle représente. Mais finalement, qu'est-ce qui fait l'unité de la famille ? C'est une question importante car on remarque tout de même dans la France du XXIe siècle de nombreux changements structurels du modèle familial qui a prévalu pendant longtemps, avec par exemple l'explosion du nombre de divorces, le délitement progressif des liens familiaux, ou encore le déclin démographique qui fait passer les fratries du siècle dernier pour des groupes de colonies de vacances. On peut dégager plusieurs facteurs pour expliquer ce qui fait l'unité de la famille. D'une part, le sang. La communauté de sang fut pendant longtemps une raison suffisante pour maintenir cette unité. Et ce, malgré les dissensions qui pouvaient exister au sein des familles. Mais en réalité, derrière la question du sang, qui peut sembler nébuleuse à notre époque, se cache celle des valeurs. Car une famille, ça partage une histoire, des souvenirs communs et des valeurs similaires. Lorsqu'un groupe humain vit ensemble, traverse des épreuves ensemble, il y a une communauté d'expériences qui se crée et qui fait qu'on se comprend instinctivement. Et par l'histoire commune et la parenté, on transmet également des valeurs communes, héritées et transmises comme le legs qui cimente le lien familial. Symboliquement, la famille, c'est un groupe humain qui a le même sang, c'est-à-dire des souvenirs communs et des valeurs pour les lier. Et ces trois points convergent pour former l'essentiel, qui est qu'une famille possède une même manière de juger, de ressentir le monde, basée justement sur la communauté de sang, de souvenirs et de valeurs. Et tous les groupes humains fonctionnent sur ce modèle. Parmi ces groupes, on peut distinguer toutes les nuances possibles des unités humaines imaginables. Prenons par exemple les régions, les provinces. Elles fonctionnent elles aussi de la même manière. Ce qui distingue le breton du lorrain ou du pyrénéen, qui sont tous français, c'est leur histoire particulière commune, basée sur des traditions, des paysages, des langues, des anecdotes,
des guerres, des épreuves vécues et traversées ensemble et qui permettent à ces hommes de parler le même langage, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir une conception du monde et des choses similaires. Pour le pays, c'est la même chose. Les Français sont unis par leur histoire et leurs valeurs. Notez cependant que pour qu'il y ait une unité, il faut qu'il y ait altérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une famille est unie par rapport aux autres familles. Une région est unie parce qu'il existe d'autres régions qui forment elles aussi des unités particulières. S'il n'y avait qu'une région, il n'y aurait pas de région. Ça semble logique. De la même manière, la France est unie car il existe d'autres pays qui eux aussi forment une unité. On en arrive donc à la question de la culture. Je vais ici citer Samuel Huntington qui disait ceci à propos des civilisations. Mais c'est la même chose que pour nous avec la culture. La culture, c'est le plus grand nous opposé à tous les autres eux. Parmi tous les groupes humains imaginables, en partant de la famille et en passant par le clan, le village, la province, le pays, la culture est la plus grande unité humaine possible. Il peut exister des groupes humains plus grands, comme un continent par exemple, mais aucun qui puisse réaliser cette unité. Tous les groupes contiennent des individus différents, puisque chaque homme est unique. Mais ce sont leurs points communs qui les rassemblent. Les hommes d'une même famille représentent une unité car ils sont semblables par rapport aux autres familles. Les hommes d'un même pays, bien qu'ils soient tous différents, représentent une unité car ils sont tous semblables par rapport aux autres pays. Et les hommes d'une même culture représentent une unité car ils sont semblables par rapport aux hommes des autres cultures. Et c'est à ça que l'on doit le sentiment d'appartenance à une culture qui unit les hommes entre eux. Dans une culture, les hommes se comprennent instinctivement, parce qu'ils sont tous issus d'une conception similaire du monde. C'est pour ça qu'en son sein, il y a une unité malgré les différences qui subsistent entre les pays. Malgré les différentes traditions, les différentes langues, les guerres qui les ont opposées, il y a en dernière instance quelque chose qui les unit et qui exclut par là même les hommes des autres cultures. La langue n'est pas le facteur décisif, il s'agit plutôt d'une manière commune de sentir, d'appréhender le monde et de s'y projeter en tant qu'homme. Et de la même manière que les membres d'une même culture se comprennent instinctivement, il est impossible aux membres de deux cultures différentes de se comprendre profondément. Ils peuvent interagir, s'entendre, échanger, être amis, mais en aucun cas parvenir à une véritable compréhension intime. Et ça, parce que leurs symboles primaires diffèrent. Nous pouvons tenter de connaître le symbole primaire d'une autre culture en partant de ces manifestations pour tenter de voir en dernière instance ce qu'elles ont en commun. Partir des racines pour remonter jusqu'au tronc. Mais nous ne pouvons par là qu'arriver à une approximation. Il n'y a que notre culture personnelle que nous ressentons instinctivement, que nous connaissons sans avoir besoin d'y réfléchir. Car notre culture, c'est nous, c'est une projection de notre nature collective. On peut donc dire en ce sens que de la même manière que la famille est la plus petite communauté humaine possible, la culture est la plus grande, et que l'individu représente la plus petite réalité humaine possible en tant qu'il s'oppose à tous les autres êtres humains. On voit donc clairement que l'unité présuppose l'altérité, que l'un n'existe pas sans l'autre. C'est pour cette raison que l'idée de l'humanité avec un grand H reste une chimère à qui tous les idéalistes tentent de donner vie en vain. Ils souhaiteraient que tous les hommes s'unissent en vue d'objectifs communs concernant leur salut. La cause climatique, nourrir tout le monde, etc. Mais l'humanité n'est qu'un concept zoologique, une idée. Il n'a aucune prise dans la réalité. L'humanité comme unité est impossible. Tout simplement car elle ne peut pas être posée en opposition à un « eux ». L'humanité par rapport à quoi ? Malheureusement pour nous, nous n'avons pas d'alter ego. Nous n'avons pas, en tant qu'espèce, d'autres, de eux, de réalités vivantes de même envergure à qui nous pourrions nous opposer. Et c'est pour ça qu'à part en découvrant un jour une espèce extraterrestre, avec qui nous pourrions interagir et qui a fortiori pourrait représenter une menace, une altérité, l'union de l'humanité entière restera à jamais un vœu pieux. Mais bref, on va pas s'étendre là-dessus, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. Donc maintenant qu'on a déniché notre définition, on peut passer à la suite. La culture, c'est donc la plus grande unité humaine possible. Mais alors, qu'est-ce que la culture occidentale et qu'est-ce qui permet son unité ? Comme nous l'avons dit au premier épisode, l'âme de la culture naît en réaction à la peur de la mort. Elle est rendue possible par la capacité humaine à interpréter, expliquer et donner du sens à l'univers extérieur, étranger et menaçant, pour en faire quelque chose de bien connu. Une culture est donc toujours liée à un paysage particulier, à une nature spécifique sous l'impression de laquelle l'homme s'est développé et qu'il a tenté de surmonter pour vaincre cette peur originelle. Il y a des cultures du désert et des grandes étendues arides, de la chaleur étouffante et des mirages d'oasis.
Il y a des cultures de la mer, des péninsules et des îlots, des montagnes et des oliviers. Et puis il y a des cultures de la forêt, des plaines infinies et des solitudes du nord. La culture occidentale est l'une d'elles. Et bien qu'il soit malaisé de circonscrire temporellement et géographiquement celle-ci, nous pourrions dire que c'est au Xe siècle, dans les vastes plaines du Nord, sur la terre s'étendant du Tage à l'Elbe, que naquit l'âme occidentale. C'est dans ce paysage particulier qu'une jeune âme lourde de pressentiments s'éveille. C'est sous l'impression des sombres et inhospitalières forêts de chênes de l'Arduina, des mers déchaînées et des tempêtes armoricaines. C'est de la vision brumeuse suintante des ports de la terre du Hainaut, de l'impression des vagues noires frappant les falaises opalines, ou du calme virgilien des plaines westphaliennes que l'Occident s'éveille. Son âme se trouve à Strasbourg, Brême et Ratisbonne, mais bien aussi à Nice, Saragosse et Venise. L'Occident, c'est tout cela, et en même temps, bien d'autres choses. Toujours est-il que si nous voulions décrire sous l'impression de quel paysage cette âme est sortie de l'éternité, c'est ce que nous dirions. L'âme de la culture est donc absolument enracinée. Elle naît sur une terre particulière et y prend racine. Son tronc, ses branches et ses feuilles ne sont rendues possibles que par la vigueur des racines qui se nourrissent littéralement des richesses de la terre. Ainsi, imaginez les cathédrales gothiques sans les forêts du nord de la France et de la Germanie, ou bien le Valhalla sans les grandes étendues gelées de Scandinavie, est impossible. Il n'y a que dans les cultures mourantes, à l'époque des grandes villes mondiales, coupées du réel et de la nature, que l'on peut s'imaginer que le paysage importe peu. Transportez la culture occidentale au milieu du désert, ou bien privez-la de ses forêts, et vous détruirez son âme. Et ceci de la même manière qu'on ne peut naturellement faire pousser un oranger à Helsinki ou un bouleau au Cap. Il est donc plus que nécessaire de prendre conscience du danger que représente l'urbanisation à outrance, qui colonise de plus en plus le pourtour des villes et qui s'étend désormais aux campagnes. Les nouveaux centres commerciaux, bâtiments d'habitation et autres bureaux viennent remplacer le paysage originel, terreau de l'âme de la culture. Le règne souverain du béton et la menace qu'il fait peser sur la possibilité de l'expérience du beau au quotidien représentent un péril majeur dans la sauvegarde de l'unité culturelle européenne et dans la possibilité d'un renouveau artistique. Mais bref, là encore on pourrait en faire une vidéo à part entière, donc refermons ici la parenthèse. L'âme de la culture occidentale naît donc au Xe siècle dans la partie ouest de l'Europe, entre l'Espagne et la Tchéquie environ. Plus tard, son aire géographique s'étendra jusqu'aux confins du continent européen, au sud jusqu'en Sicile et au septentrion jusqu'à Cap-Nord. Puis, plus tard encore, aux États-Unis et au Canada. Possédant une naissance, la culture occidentale possède aussi une jeunesse, une maturité et une vieillesse, précédant le déclin final. Nous allons maintenant nous pencher sur toutes ces périodes, qu'on pourrait aussi appeler les 4 saisons de la culture. Le temps, l'éternité, sont comme la surface calme et placide d'une eau qui dort. La vie passe et les êtres interprètent leur rôle millénaire. Une plante pousse, un animal donne la vie, un clan humain détruit son rival. Des événements se produisent, mais l'histoire est absente. Mais il arrive parfois que quelque chose vienne rompre cette tranquillité des âges. Les grandes cultures sont ces ondes qui se propagent sur les eaux, qui viennent imprimer un mouvement à la surface des événements, et qui par là troublent le calme des temps. Pareil à une onde de choc, la culture naît, se propage, dans une formidable force créatrice dont l'extension semble être vouée à s'étendre pour toujours. Le calme de la surface des eaux, d'où proviennent et où retournent les cultures, est le calme de l'éternité, du temps pur, de la simple succession d'instants absolument étrangères à l'événement. Comme le dirait Spengler, c'est la durée de l'absence de l'histoire. Une culture se développe jusqu'à ce qu'elle ait réalisé toutes ses possibilités. Ensuite, l'onde initiale se calme et finit par mourir. Elle retourne alors à l'état primaire qui était le sien, celui de la surface immobile de l'eau sous laquelle se cache le bouillon originel, la profondeur grouillante de la vie dont émerge parfois un organisme vivant, né de la combinaison hasardeuse et miraculeuse des bonnes cellules. Mais durant la vie de la culture, cette dernière lutte de toutes ses forces contre l'extérieur, le chaos, pour réaliser sa nécessité intérieure. De la même manière que le sculpteur qui travaille un bloc de marbre pour en sortir une forme désirée et conquise à la matière brute de la roche, la culture est dans une perpétuelle lutte pour la vie et la puissance avec le chaos de l'existence, pour le surmonter, lui donner forme. L'accomplissement du destin de la culture se mène par l'imposition de ses propres formes voulues à la réalité qui l'environne. La culture s'accomplit en donnant forme, en formant à sa guise l'espace qui l'entoure, en lui donnant forme, direction et signification.
L'âme occidentale s'éveille donc aux alentours du Xe siècle. La toute jeune culture, comme le jeune enfant, est timide, écrasée et impressionnée par les forces de l'univers ambiant. Superstitieuse, craintive et en même temps tellement libre, joyeuse et insouciante. C'est l'Europe du roman et du premier gothique, l'Europe de la chevalerie et de la crainte du jugement dernier, l'Europe du dieu vengeur et des forces du mal, l'Europe de la magie et des démons, tapis dans l'ombre et prêt à tout pour faire chuter l'homme. C'est la période de la peur, de la damnation, de la repentance, de la peur des forces surnaturelles, des créatures démoniaques, des miracles et des maléfices. C'est l'époque des sorcières, des signes, des rites et des symboles. C'est aussi l'époque de la chevalerie et de l'énergie, de la libre et joyeuse brutalité de l'homme qui sont sa force. C'est l'époque des troubadours et de l'art vivant des cours et des châteaux. C'est l'époque de l'honneur et de la joie. La joie prise à la simple existence. Joie rendue possible par la difficulté de la vie et par son impitoyable violence. C'est aussi l'époque où se mêlent christianisation et paganisme primitif pour former une atmosphère de mystère et de peur. C'est le monde de la poésie, de la beauté, de la violence, du symbole et de la superstition. L'âme occidentale trouve à s'exprimer dans l'art roman tâtonnant et un peu plus tard dans l'affirmation de soi du gothique. Parmi les grandes œuvres de ce printemps de la culture, on trouve les grandes cathédrales gothiques qui se dressent sur tout le continent, les monastères bénédictins et cisterciens ou les récits des troubadours. L'été de la culture, c'est sa période de maturité. On peut la faire commencer dans le courant du XVe siècle, après la guerre de Cent Ans, au moment de la Renaissance. C'est l'époque de l'assurance. La culture ne tâtonne plus, elle a trouvé son style et ses arts. Spengler écrit « Maintenant, en pleine conscience de sa force créatrice mûre, chaque trait particulier de son expression apparaît choisi, précis, mesuré, d'une aisance et d'une évidence merveilleuse. Ici se trouvent partout des moments d'une éclatante perfection. » L'été de la culture est semblable à l'homme qui a atteint la maturité. Il est sûr de lui-même et de ses forces. Il se connaît et il connaît la vie. Conscient de sa valeur, il se tient droit devant l'existence, assuré et fier. Il n'est plus au stade de la découverte de soi, des doutes, des essais et des erreurs, des superstitions et de la magie. C'est l'époque de la perfection du style occidental. On y retrouve les grands maîtres, Léonard, Michel-Ange et Raphaël. On rivalise alors de génie dans la peinture, la sculpture, les inventions en tout genre. De là date également le dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome, dont la construction aura demandé plus de 70 ans de travaux et la succession de tous les meilleurs architectes du pays. C'est à ce moment également que les sciences modernes apparaissent, encore empreintes de sagesse et de beauté. On y retrouve Descartes, Pascal et Leibniz, Galilée, Copernic et Kepler. En somme, cet été de la culture est une période tout simplement dorée de l'histoire humaine. Et à mon sens, la simple contemplation de la Madone Sixtine, peinte par Raphaël en 1513, est à elle seule plus efficace qu'un long discours pour faire prendre conscience de la merveille où était parvenu l'Occident. Vient ensuite l'automne de la culture. Période elle aussi bénie où les jours se rafraîchissent, mais où l'Europe entière se drape, une ultime fois des couleurs septembrales. Ici le temps est compté, et comme dans les forêts, les feuilles tomberont bientôt pour laisser des troncs nus, vides et fatigués. Un siècle, c'est l'instant, à l'échelle de l'histoire, que dure cette dernière gloire. Les fruits tardifs de l'Occident sont Bach et Mozart, qui finissent de hisser la musique européenne à sa plus haute perfection. Là, le sommet est atteint, dont on ne peut plus que descendre. En peinture, Watteau et Goya achèvent un cycle et préfigurent déjà le suivant. De 1700 à 1800 environ, la culture occidentale entre de plein pied dans le rationalisme. Adieu les superstitions, les symboles et la magie des premiers jours. Adieu la science de la nature qui va à la rencontre de Dieu, et bienvenue à la rationalité qui veut connaître par la preuve, par la mesure, et qui entame ici son œuvre de progrès technique et de désenchantement du monde. Les encyclopédistes s'affairent à dépouiller le réel de ses mystères, et à révéler ce qui peut-être aurait dû rester voilé. Parallèlement, Voltaire, Rousseau et Chateaubriand, Goethe et Schiller donnent leur dernière noblesse aux lettres européennes. C'est un intervalle très particulier, riche en contradictions,
durant lequel l'homme, agissant selon la nécessité profonde de la vie, met le doigt dans l'engrenage et entre dans la modernité. Politiquement, c'est l'époque des révolutions et la fin de l'Ancien Régime, la disparition de la noblesse et les prémices de la victoire de la bourgeoisie. C'est à la fois le premier et le dernier jour. Et pour finir, l'Occident est entré, depuis le début du XIXe siècle, dans sa phase finale. L'hiver de la culture arrive lorsque cette dernière a réalisé toutes ses possibilités, qu'elle a accompli tout ce qu'elle pouvait accomplir. Ici, l'Europe ne peut plus créer de nouvelles formes, elle se contente de recycler le déjà existant, ou bien se tourne avec nostalgie vers ses jeunes années pleines de vie. En témoignent le classicisme et le romantisme, qui jettent un œil en arrière, les uns avec un profond respect, les autres avec mélancolie, mais tous deux conscients que l'œuvre est achevée et que le futur n'augure plus qu'une longue et inexorable descente. Dans l'hiver de la culture, la volonté n'est plus. L'âme décline et les créations qui restent sont uniquement techniques et extensives. Dans l'architecture américaine par exemple, de la grandeur physique, de la puissance matérielle certes, mais pas d'âme. En philosophie morale émergent les doctrines de l'utilité et du confort, de la maximisation du bonheur bourgeois pour tous, qui préfigure déjà le socialisme du XXe siècle. L'impressionnisme, dernier grand art pictural européen, parvient encore à captiver. Mais là encore, l'âme manque. Plus une once de religiosité, de sacralité dans ces grandes œuvres. L'hiver de la culture, c'est la guerre des grandes puissances, les exterminations de masse, appuyées par la science. La culture ayant réalisé toutes ses possibilités, se fige, c'est-à-dire qu'elle n'évolue plus. Elle n'a plus de nouvelles formes à donner au réel. Elle se contente juste de stagner dans l'informe, ou bien de tenter de redonner vie à des formes déjà passées. Lorsqu'elle a accompli son destin, ses forces se brisent. Ce qui me rappelle la citation de Napoléon « Une puissance supérieure me pousse à un but que j'ignore. Tant qu'il ne sera pas atteint, je serai invulnérable, inébranlable. Dès que je ne lui serai plus nécessaire, un atome suffira pour me renverser. » La culture a un destin à accomplir, des possibilités intérieures à réaliser, une réalité à former. Tant que celui-ci n'est pas encore advenu, aucune force au monde ne peut stopper sa puissance. Mais dès qu'il sera réalisé, il suffira d'un atome pour la faire s'effondrer. Le déclin de l'âme signe le déclin du corps de la culture, c'est-à-dire de ses manifestations, architecture, langue, religion, etc. Et ceci de la même manière chez l'homme. Lorsque la vie est accomplie, que toutes les possibilités sont réalisées ou irrémédiablement perdues, lorsque la volonté organisatrice disparaît et laisse place à la simple passivité, en un mot, lorsque l'âme se meurt, alors le corps dégénère progressivement jusqu'à l'anéantissement. D'ailleurs, on remarque ceci de manière absolument visible chez les malades. Lorsque la volonté n'y est plus, la guérison ne peut advenir. L'hiver de la culture, enfin, est annonciatrice de la civilisation. La civilisation, c'est le stade final. C'est lorsque la culture, arrivée à la fin des fins, meurt. Tous les idéaux qui ont toujours prévalu ont disparu. Dieu est mort, les nations ont péri au profit de l'Empire, la famille est détruite, tout ce qui un jour eut de la valeur est dévalorisé. La civilisation, c'est l'avènement du nihilisme. C'est le règne du tout se vaut, et donc du plus rien n'a de valeur. La science toute puissante et la rationalité déracinée des grandes villes mondiales dominent. Voilà, on va s'arrêter là. Je ferai un épisode dédié à la civilisation, comme stade final de la vie de la culture. J'espère que ma lecture des 4 saisons de la culture a pu vous intéresser. Je reviendrai aussi plus en détail sur chacune d'elles dans le futur. En attendant, je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à bientôt.